Je ne cherchais pas d'infrastructure cachée en commençant cela. J'étudiais l'architecture militaire. La géométrie des forts en étoile m'a toujours intéressé d'un point de vue purement structurel. La façon dont les forts angulaires éliminent les angles morts et dont les murs pointus dévient les tirs de canon au lieu de les absorber, une logique défensive standard. J'acceptais l'explication standard comme vous acceptez que les feux de circulation soient rouges et verts parce que quelqu'un l'a décidé un jour. Et personne ne l'a changé, vous ne remettez pas en cause le postulat, vous vous y conformez. Puis j'ai commencé à mesurer non pas les murs, mais les angles, spécifiquement les angles intérieurs des forts, les pointes. Et ce que j'ai trouvé, cela ne correspondait pas du tout à l'explication défensive. La géométrie n'était pas optimisée pour dévier les tirs, elle était optimisée pour autre chose de complètement différent. Quelque chose orienté vers le bas, dans le sol, sous la structure elle-même. Quand j'ai vu cela, l'explication standard non seulement s'affaiblissait, mais s'effondrait, et tout avec. Je pense que j'ai compris ce que ces structures sont vraiment. Elles doivent être repensées de zéro. Il y a plus de 2000 forts en étoiles répertoriés sur cette planète. Certaines estimations placent le chiffre bien plus haut. Lorsque vous incluez les exemples partiellement détruits, ceux enfouis sous des constructions ultérieures et ceux considérés comme des formations naturelles parce que leur géométrie a été érodée par le temps, ils apparaissent sur tous les continents habités, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Australie, construits à travers différents siècles, attribués à différentes cultures. Soi-disant construits pour diverses fins militaires régionales, mais leur géométrie est fonctionnellement identique. Les angles des forts correspondent, les proportions correspondent. La relation entre les pointes extérieures et la cour intérieure centrale correspond avec une précision qui ne devrait pas exister. Si ces structures ont été conçues indépendamment par des civilisations sans lien résolvant des problèmes militaires locaux, les historiens militaires expliquent cela comme une convergence technique. La même logique appliquée au même problème produit la même solution. Cette explication serait satisfaisante si les structures résolvaient réellement un problème militaire. Mais ce n'est pas le cas, et dès que vous examinez les emplacements, le récit défensif commence à s'effondrer avant même d'arriver aux preuves souterraines. Les forts en étoile ne sont pas construits sur des hauteurs. C'est la première chose qui devrait faire réfléchir. Les fortifications militaires à travers l'histoire ont toujours occupé des positions élevées. L'avantage du terrain élevé n'est pas une théorie, mais un principe fondamental des fortifications avant et après l'ère de l'artillerie. Vous tenez les hauteurs, vous contrôlez les lignes de vue, vous forcez l'attaquant à monter à l'assaut. Toutes les traditions militaires sur tous les continents comprennent cela. Pourtant, les forts en étoile, avec une cohérence étonnante, sont placés sur des terrains plats, des plaines côtières, au confluent de rivières, dans des vallées, des positions indéfendables selon les normes militaires conventionnelles. Des positions qu'un ingénieur militaire compétent rejetterait en un après-midi. La réponse officielle à cela est que les forts en étoile sont des structures de transition conçues pour une époque où l'artillerie changeait la donne de la guerre de siège, quand la hauteur importait moins que la géométrie des murs. Mais cette explication ne concerne que la conception des murs. Elle n'explique pas l'emplacement ni pourquoi vous construiriez un ouvrage défensif coûteux en main-d'œuvre à un endroit que l'ennemi peut dominer avec un effort minimal. Elle n'explique pas pourquoi l'emplacement coïncide systématiquement avec quelque chose de complètement différent, sans rapport avec la stratégie militaire. Les emplacements coïncident avec les cartes de courants telluriques. Les courants telluriques sont réels. Ils ont été documentés, ce sont des courants électriques naturels qui traversent la croûte et la surface terrestre. Ils sont générés par l'interaction entre le champ magnétique de la planète et le rayonnement solaire, amplifiés par les structures géologiques, les nappes phréatiques et les gisements minéraux souterrains. Les scientifiques du 19e siècle ne se sont pas contentés de théoriser à leur sujet, ils les ont mesurés et cartographiés. Dans les années 1870 et 1880, ils ont publié des études importantes montrant que ces courants pouvaient être exploités comme source d'énergie utile. La recherche n'a pas disparu parce qu'elle était erronée, elle a disparu des discussions dominantes. Au même moment, d'autres choses ont également disparu, sur lesquelles je reviendrai. Lorsque vous superposez les concentrations de courants géomagnétiques documentées sur la carte de répartition mondiale des forts en étoiles, la corrélation n'est pas aléatoire, elle est systématique. Un fort après l'autre se trouve directement au-dessus d'eux. Sur ou à proximité immédiate des zones de plus fort courant géomagnétique dans la région correspondante se trouve le Castillo de San Marcos à Saint-Augustine, Floride. Le fort Jefferson, dans les Dry Tortugas,
est également situé de la même manière. Les fortifications de la Valette à Malte se trouvent également dans une position similaire. Le fort de Joux, en France, les fortifications vénitiennes dispersées dans l'est de la Méditerranée et le fort Bourtange, aux Pays-Bas, sont également dans la même situation. Chacun a été placé non pas pour dominer militairement la région environnante, mais pour être proche de structures géologiques spécifiques en dessous d'eux. En dessous d'eux, et c'est là où les preuves souterraines ne sont plus théoriques, les fouilles sous les forts en étoile ont eu lieu pendant des siècles, principalement pour des raisons banales. Travaux de restauration, gestion de l'eau, évaluation structurelle, curiosité archéologique. Les découvertes sont documentées individuellement dans les archives historiques régionales. Elles ne sont presque jamais discutées dans leur ensemble. Lorsque vous les rassemblez, ils décrivent une chose remarquable, de vastes systèmes souterrains qui précèdent les constructions de surface dans la plupart des cas examinés. Ce ne sont pas des dépôts de munitions, ni des poudrières, ni les tunnels simples que les historiens militaires reconnaissent et expliquent superficiellement. Ces pièces sont des chambres souterraines à plusieurs niveaux, d'une architecture sophistiquée, sans aucune fonction militaire que quiconque soit prêt à proposer officiellement. Dans les fondations du fort Monroe en Virginie, des fouilles dans les années 1930 ont mis au jour des chambres inférieures. Ces pièces sont antérieures au fort du XIXe siècle d'environ 100 à 200 ans. Les pièces étaient vides, leur fonction n'a pas été documentée. Les documents ont été archivés et l'enquête s'est terminée. Aux fortifications vénitiennes de Palmanova, en Italie, un fort en étoile considéré comme l'un des exemples géométriquement parfaits. En Europe, des relevés radars pénétrant le sol réalisés au début des années 2000 ont identifié de vastes structures souterraines n'apparaissant sur aucun registre architectural officiel. Lorsque les chercheurs ont demandé l'accès pour des fouilles réelles, l'accès a été refusé pour des raisons administratives. Au fort Bourtange, aux Pays-Bas, les habitants ont décrit des passages souterrains depuis le XVIIIe siècle. Les archives officielles reconnaissent leur existence, mais les décrivent comme de simples issues de secours. Les dimensions enregistrées dans les documents originaux ne correspondent pas à des issues, elles correspondent à des pièces. Le même schéma apparaît à Malte, aux îles Canaries, dans les fortifications en étoile le long de la côte nord de l'Inde, reconnues, classifiées, non investiguées davantage. Ce qui se trouve sous terre se suggère constamment, et les archives officielles changent constamment de sujet. Parlons de ce qui a une signification économique ici, car c'est là que la révision de l'histoire devient non seulement fascinante, mais nécessaire. L'économie énergétique du XIXe siècle était construite sur la rareté, le charbon, la vapeur. Il y avait des infrastructures pour transporter le charbon des lieux d'extraction vers les endroits où l'énergie était nécessaire. La révolution industrielle n'était pas seulement une transformation technologique, c'était une structure économique. C'était un système de propriété, d'extraction, de transport et de vente qui a créé certaines des plus grandes fortunes privées de l'histoire humaine. Les chemins de fer de Vanderbilt n'étaient pas uniques. En ce qui concerne le charbon, ils en sont indissociables. La Standard Oil de Rockefeller n'était pas en concurrence avec le charbon. Elle étendait le même modèle au combustible liquide. L'acier de Carnegie n'était pas séparé de l'économie énergétique, il en était l'infrastructure matérielle renforcée. Ce système exige une chose par-dessus tout. Pour fonctionner, il exige que l'énergie soit rare. Il exige que l'énergie ne puisse pas être produite localement, gratuitement, depuis le sol sous vos pieds. Toute l'œuvre du capitalisme industriel des 19e et début 20e siècles, avec ses fortunes, ses réseaux ferroviaires et ses structures bancaires construites dessus, rien de tout cela n'existe. Dans ce monde, les communautés pouvaient exploiter l'énergie utilisable à partir du courant géomagnétique via des infrastructures conçues à cet effet, enfouies dans le sol, pas seulement Rockefeller, pas seulement Carnegie. Tout le système de contrôle financier construit à cette époque exigeait une pénurie d'énergie, comme un barrage a besoin d'eau. Supprimer la pénurie, le barrage devient inutile du jour au lendemain. Ce n'est pas un argument économique marginal. Les économistes étudiant la transition de l'économie pré-industrielle à l'économie industrielle ont depuis longtemps noté la répression délibérée des modèles énergétiques décentralisés en faveur de modèles d'extraction centralisés. Ce qu'ils remettent rarement en question, c'est si les modèles décentralisés réprimés l'ont été parce qu'ils ont échoué ou parce qu'ils ont fonctionné.
Le moment de la répression ne peut guère s'expliquer par une coïncidence. La littérature scientifique sérieuse sur le courant géomagnétique comme source d'énergie a culminé entre 1870 et 1895. Les expériences de Tesla sur la conduction terrestre et celles qui vont bien au-delà de ce que sa biographie officielle décrit habituellement ont eu lieu au cours de cette même période. Les premières recherches électromagnétiques suggérant que des structures de mise à la Terre à grande échelle pouvaient fonctionner comme des amplificateurs de courant et des nœuds de distribution ont été publiées dans des revues mineures. Elles ont été rejetées par les grandes revues. Après environ 1910, ces recherches n'ont pas progressivement perdu de l'intérêt, elles se sont arrêtées. Les chercheurs dans ce domaine n'ont pas pris leur retraite en douceur, leurs financements ont disparu, leurs postes universitaires sont devenus intenables. Les documents antérieurs ont été discrètement reclassés, passant de techniques à spéculatifs. La manière dont la Smithsonian a traité les recherches sur l'énergie pré-industrielle durant cette période mérite une enquête à part entière. Plusieurs chercheurs ayant publié sur le système d'énergie de courant terrestre ont envoyé leurs découvertes à cette institution entre 1890 et 1915. Les envois ont été enregistrés, mais pas les réponses. Les recherches n'ont été ni débattues, ni rejetées, ni publiées. Elles ont été reçues et plus jamais entendues parler. C'est la même institution qui a géré la disparition des rapports sur les squelettes géants de la même époque. Le même silence, les mêmes vides administratifs, là où il aurait dû y avoir une investigation scientifique. Et cela nous ramène aux forteresses en étoiles elles-mêmes. Si ces structures n'étaient pas principalement militaires, si leurs emplacements correspondaient à des concentrations de courants géomagnétiques, si les chambres souterraines sous elles sont réelles mais non documentées, si l'économie, le système apparu au XIXe siècle, exigeait la répression exacte de ce type d'énergie de courant terrestre décentralisé que ces structures auraient pu fournir. Alors, que regardons-nous vraiment ? Nous regardons probablement des infrastructures et non des fortifications, des infrastructures pour un système énergétique antérieur, réparti sur la planète à des endroits de conductivité géologique maximale, conçus pour exploiter quelque chose que l'économie énergétique du XIXe siècle ne pouvait se permettre d'exploiter. Construites avant la transition industrielle, réaffectées ou abandonnées pendant celle-ci, expliquées comme des ouvrages militaires. Parce que les ouvrages militaires sont la seule catégorie d'architecture de grande échelle de cette époque. Cela ne nous oblige pas à poser des questions gênantes sur qui les a construites, pourquoi et ce qu'elles alimentaient. La question gênante est celle-ci. Si des communautés à travers la planète avaient accès à une énergie décentralisée provenant de sources terrestres à l'époque pré-industrielle, qu'en faisaient-elles ? À quoi ressemble une civilisation qui n'a pas besoin d'approvisionnement centralisé en carburant ? À quoi ressemble la gouvernance quand l'énergie ne peut être possédée ni vendue ? À quoi ressemble l'économie quand la pénurie fondamentale sur laquelle tout capitalisme industriel est bâti n'existe tout simplement pas ? Nous ne savons pas, parce qu'on nous a donné une autre histoire. Une histoire où ces infrastructures ont toujours été militaires, où les chambres souterraines servaient des fonctions administratives, où la recherche sur le courant géomagnétique est une pseudo-science. Où le moment de sa répression et le moment de la plus grande accumulation de propriétés privées de l'histoire humaine ne sont pas liés. Les forteresses sont toujours là. Des milliers d'entre eux sont toujours parfaits géométriquement, toujours situés sur les mêmes structures géologiques. Les cavités en dessous sont encore documentées dans des archives fragmentées que personne n'a assemblées en un tableau cohérent. Les angles des forteresses pointent toujours vers le bas, indiquant toujours quelque chose vers tout ce qui se trouve sous les fondations. Ils continuent de faire géométriquement ce qu'aucun objectif militaire n'exige. Je reviens sans cesse à ces angles, à leur précision. On n'atteint pas cette précision juste pour la décoration. On ne maintient pas cette précision sur 2000 structures sur 6 continents juste pour l'esthétique. Une précision à cette échelle, cette cohérence, cette répartition géographique signifie qu'il y a une fonction. Cela signifie que quelqu'un a compris quelque chose sur ce que ces structures font et les a construites pour accomplir précisément cela. Ils en ont construit des milliers et ont placé chacune sur un terrain que l'explication militaire ne peut expliquer. L'histoire économique que nous avons héritée nous dit que la rareté de l'énergie est naturelle. Le charbon et le pétrole ont été découverts juste à temps pour alimenter une révolution industrielle imminente. Ceux qui ont bâti leur fortune sur cette rareté étaient simplement au bon endroit, au bon moment.
Les forteresses en étoile suggèrent une autre histoire, une histoire où la rareté n'est pas naturelle mais créée, où quelque chose était en œuvre, remplacé systématiquement par quelque chose de possédable et où les preuves de ce qui existait auparavant sont reclassées, sous-financées, enterrées sous un silence administratif. Et laissées debout, bien visibles sur tous les continents de la planète, étiquetées comme architecture militaire, expliquées comme défense et jamais, en aucun cas, considérées dans leur ensemble. Les angles pointent vers le bas, ils pointent toujours vers le bas. Nous avons simplement décidé de croire qu'ils pointent vers l'ennemi.